Bonjour, bonjour. Salut Romain. Hello. Vous allez bien? Vous avez la ref? Je parle en anglais T'es vachement bilingue. par rapport au sujet. Hello, hello. Très bien. Parce Que vous savez que j'étais étonné du nombre de messages qu'on a reçus sur « Ah, mais du coup, les podcasts vont s'arrêter », alors que depuis le début de ce podcast, on explique qu'on peut bosser n'importe où quand on en a envie, etc. Enfin, j'ai halluciné des nombres de personnes qui se sont dit « Ah, finalement, en fait, avec Google Meet ou FaceTime, on peut ». Et pourtant, on en rêve tous que le podcast s'arrête. On croyait avoir Quel trouvé une connard. solution, et en fait, ce con, il a la fibre. Bon, je suis pas là depuis très longtemps, mais je suis arrivé en juillet, j'ai déjà fait un aller-retour, etc. avec les studios Influx et tout ça. Mais Alors, là, quand tu dis étant aux pas là, US, ça veut dire. C'est Ça veut Vianney. dire. Déjà. Ça veut dire à New York. Voilà, parce que c'est pas forcément évident pour les gens qui écoutent et qui n'ont C'est pas vrai, le visuel. T'as raison. C'est pas très radiophonique. Donc, Pour vous donner une idée, on est avec Léo dans le Speakeasy de chez Influx, puisque la Exactement. salle s'appelle vraiment comme ça, À Paris, à Paris. Et on a en face de nous Romain dans un iPad. en hologramme. Mais ça bug parfois, on voit Mélenchon, je comprends pas la techno. Et, et vous écoutez le podcast et on espère que vous l'entendrez exactement comme d'habitude. Voilà. Voilà. Sinon, changez de chaîne. Hein. Sinon, vous pouvez aller écouter d'autres podcasts. Attendez juste que la pub passe du Ah oui, podcast. ça nous arrangerait. Et après, vous pouvez vous barrer. Voilà, parce qu'après, sinon, on se fait engueuler. Mais on s'en fout des stats, hein, mais c'est juste parce qu'on n'aime pas se faire engueuler. Mais on s'en fout des stats, mais on adore l'argent. Oui, évidemment. Surtout Romain. C'est une super transition parce qu'effectivement, j'ai regardé comment le business se fait ici. C'est vraiment différent. Alors, Manuel, toi, tu as beaucoup plus d'expérience. Hein. Moi, j'ai tout juste quelques semaines, quelques mois, mais je bouge pas mal et je rencontre des gens qui font du business ici. C'est assez frappant. Et du coup, ça m'a donné l'idée de parcourir plusieurs trucs qui font qu'on est quand même très différent en Europe des US. Bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un mythe quand même. Que beaucoup d'entrepreneurs français ont eu pendant un certain temps, je ne sais pas s'il est encore valable, mais ils pensaient qu'ils pouvaient aller aux États-Unis sous prétexte qu'ils parlaient un anglais correct, et voilà, ça allait le faire, que c'était finalement qu'une question de langue. Alors que, franchement, je trouve les Américains extrêmement tolérants sur la langue. Tu parles plus ou moins bien anglais, ils vont se débrouiller. En plus, si t'es français, ils vont même trouver ça un peu charmant, En même sympathique. temps, eux, ils parlent rien d'autre, hein, donc ils ont intérêt à être tolérants. On se calme. Attends, Sois tolérant. La tolérance, c'est facile à ce moment-là. Hein. Et, mais par contre, ils le sont beaucoup moins sur des questions d'us et coutumes dans le business. Et c'est tout sauf une barrière de la langue, en fait. C'est-à-dire que oui, la langue fait partie de la problématique. Évidemment, si tu arrives et que tu parles patois monégasque, ça va pas être facile. Mais Ça l'est pas, je vous le confirme. mais si tu parles à peu près anglais et que tu es de bonne composition, voilà, ça va bien se passer. Par contre, si tu comprends pas les us et coutumes du business à l'américaine, là, t'es mort, en fait. Parce que je crois que le gros gap, il est plus culturel que linguistique. Bah ça me paraît normal. Surtout qu'ils ont l'air quand même très spéciaux en termes de business. Bon, ils sont spéciaux. Alors, c'est bizarre, hein, parce que ça va donner l'impression que c'est un podcast raciste, en fait. Mais pas du tout. Romain a compilé de ses lectures et de son expérience un certain nombre de points de différence entre les États-Unis et la France, visiblement, et il veut nous en parler. Nous, on ne sait pas. On va découvrir en même temps que vous qui écoutez. Donc on va voir. Mais je pense que effectivement, déjà il faut regarder le sujet en se disant c'est pas qu'une question linguistique. Mais je trouve ça en revanche assez courageux que Romain ait accepté de le faire en anglais. Je peux, hein. Je peux. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je peux. Non, c'est surtout qu'on va rien comprendre en fait. Quel Do connard. what we want to do. To do.
Non, mais c'est vrai que j'ai lu notamment l'article de Timur Pankov et on le mettra là dans la description. Et je me suis dit, ok, est-ce que je suis ok avec ça ou pas? Parce qu'il a bossé dans le développement de Amsol qui vend des huiles pour le moteur, etc. partout aux US. Donc il connaît vraiment bien le business ici aux US et international. Et je trouvais ça intéressant. Premier truc que j'ai remarqué, c'est la taille du pays en fait et la puissance économique de l'Amérique. Ça peut surprendre et ça peut tous nous effrayer. Enfin, moi, le premier, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle petite merde tu es dans ce truc énorme. Comment tu vas faire pour te faire ne serait-ce que ce qu'on pourrait appeler une petite place? Et en fait, il y a trop de concurrence, trop d'acteurs pour construire quelque chose de petit aux États-Unis. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est de respirer profondément, planifier ta prochaine étape et essaye de la réaliser. Mais de toute façon, tu n'auras pas le choix que de faire quelque chose de gros vis-à-vis de la taille du pays. Ben, en fait, les US, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais c'est un peu j'ai fait appel à notre cellule. 331 millions. D'habitants? Ouais. Je suis pas bien sûr de ça. Moi, j'aurais dit un peu plus. Il a pas l'air sûr du tout. Dans son regard, là, je vois. J'allais C'est dire. c'est peut-être du chiffre d'affaires. Je fais. Non. C'est ton business plan pour ton business aux US, non? Ça n'a rien à voir? Ah, ça, 331,9 millions en 2021, pardon. Et ben C'est voilà. la dernière stat que j'avais eue. C'est plus. Et en 2023, 339 millions. Ok. Donc, bon, mentalement, j'avais 350 millions, mais on n'est pas loin. Ok. L'Europe, ça doit être un peu plus de 500 millions. Si tu peux, la cellule fact-checking peut vérifier. Ça doit être, ouais, je pense 550, pas loin de 600 millions. Donc on est plus nombreux. 746 millions. Eh ben voilà, En 2018. c'est même plus que ce que je pensais. Bah, on les baise. Alors, on y Et arrive. maintenant, non, mais par contre, attends, parce que depuis 2018, il s'est passé des choses. Donc là, 448 millions en 2023, puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, si je dis pas de conneries. Donc, ok, donc l'Europe, c'est à peu près 500 millions de personnes. Donc, on est plus nombreux. Quelle est la différence entre les US et l'Europe? L'unité de langue, l'unité culturelle. Il y a quand même une unité culturelle aux États-Unis, même si un New-Yorkais ne ressemble pas à un Californien, qui ressemble pas à un Texan, et que les États n'ont pas tout à fait les mêmes règles, etc., etc. Il y a quand même une unité culturelle globale, en fait. Donc il y a une unité linguistique, il y a une unité culturelle, et il y a surtout, grosso modo, une grande unité réglementaire. Aujourd'hui, le problème en Europe, c'est que la loi n'est pas la même d'un pays à un autre. L'Europe, c'est un marché unifié, global, mais quand tu essayes de l'opérer, il coûte extrêmement cher à opérer d'un point de vue global. Maintenant, si on se raccorde au sujet que tu amenais, Romain, bah oui, évidemment, dans la tête d'un Américain, quand tu es né, par définition, dans un marché de 300 et quelques millions de personnes, quand tu essayes de faire un truc, tu essayes de le faire en grand. Parce que sinon, tu n'existes pas du tout. Nous, notre référentiel français, c'est quoi, gros, 60 millions de personnes à peu près? Ouais, 67. Donc évidemment, par design, notre cerveau, il ne conçoit pas les choses à la même échelle. Aux US, tu es obligé de shooter pour un truc très grand. Parce que sinon, tu n'existes pas. Tu es dans l'épaisseur du trait, on ne te voit même pas. Tu es après la virgule, en fait. Et tu comprends mieux pourquoi les Américains, quand ils arbitrent des opportunités, il y a aussi des opportunités très valables auxquelles ils disent non, et nous, on ne comprend pas trop, juste parce qu'elles ne sont pas à la bonne échelle. Et parce qu'ils se disent, c'est très intéressant, ce business, il est très intéressant, mais il n'est pas du tout à la bonne taille, et moi, sur mon marché, ça ne fait aucune différence. Tu es en train de me dire qu'il faut que j'investisse énormément d'énergie, de ressources, de moyens, de temps sur un truc qui est le 4e chiffre après la virgule. Bon, bah, laisse-moi faire tous les autres avant, et quand j'arriverai à cette décimale-là, je m'intéresserai potentiellement à cette croissance, à avoir la meilleure de ces décimales-là. Mais par design, les Américains essayent de faire des trucs qui sont tout de suite très gros, en fait. Et nous, Européens, on pense d'abord notre business d'un point de vue national, et ensuite, on pense notre business d'un point de vue européen, et enfin, on finit par le designer pour le reste du monde. Mais ce qui est logique. Complètement. Et ce qui m'a... Ouais, bah oui. Bah, ce qui est logique... Oui, mais c'est pas si évident que ça, d'arriver... Oui et non, parce que si on est des vrais Européens, on devrait faire abstraction de la dimension nationale et on devrait designer dès le début un business pour qu'il soit européen.
Ouais, mais tu le disais, la barrière légale et de la langue, c'est quand même assez conséquent comme barrière. Alors, la barrière de la langue, de mon point de vue dans le business, elle n'existe plus parce que si tu fais pas du business en anglais, fais des cabécous. La barrière juridique, légale, elle, c'est un vrai sujet. Et là, si on veut à un moment arrêter de faire une Europe un peu théorique, romantique, voire politique, il faut justement que le monde politique s'empare de ce sujet pour faire de l'Europe un marché global, unifié et aligné juridiquement. Mais là, le chantier, il est immense. Parce que tu ouvres la question de la compétitivité du travail, la fiscalité. Il y a de la compétition sur la fiscalité des entreprises à l'intérieur de l'Europe. Ouais. L'alignement juridique du droit du travail, qui est un truc qui est enfin, dès que tu prononces ces mots en France, c'est la boîte de Pandore, en fait, etc., etc. Et ça, c'est un chantier immense, en fait. Il y a aussi une barrière sociale et culturelle. On n'a pas du tout les mêmes usages et surtout les mêmes problèmes en France qu'en Allemagne. Donc je pense qu'il y a plein de produits que tu peux designer pour la France et qui peuvent plus difficilement s'exporter dans d'autres pays d'Europe. Oui, c'est vrai, c'est aussi un rapport à l'histoire, mais enfin, quand tu vois comment les Allemands mangent, tu te dis qu'on n'a pas grand-chose de commun avec eux, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, c'est une Europe avant tout politique, mais ça n'est pas une Europe de marché. On n'a pas fait le travail d'alignement, on n'a pas fait, dont on parle là, qui nous permettrait d'être un marché colossal qui pourrait tenir tête à des superpuissances si on faisait ce boulot-là. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Tu veux pas te présenter aux élections, Manuel? Et c'est ça ton programme? On va fumer les ricains. Ah oui? Ouais. Bah écoute, pourquoi pas, je serais heureux au moins d'avoir ta voix. Sachant que Romain peut pas voter. Oui, t'auras ma voix, crois-moi, t'auras ma voix. Je serai peut-être le seul, mais t'auras la mienne. Ce qui m'a interpellé ici, c'est à quel point la géolocalisation n'a pas d'importance. C'est vrai qu'en France, sauf si tu vas vers des boîtes qui sont déjà internationales, je pense à des néobanques, etc., avec qui on avait pu travailler, où il n'y a pas de question sur lui, il est à Berlin, lui, il est à Paris, etc. Ici, ils peuvent te parler dans un meeting de X personnes qui va rejoindre, etc., le meeting, et puis en fait, elle est à l'autre bout, mais ça ne dérange pas, c'est vraiment comme ça, tout le temps, tous les jours. Il y a de la place dans plein d'offices différentes, etc. Et les gens, quand ils sont en voyage, ils viennent pas. Ce matin, je rencontre par exemple chez Serrant Immobilier le directeur du luxe qui de base habite en Floride. Aujourd'hui, il était là. Demain, il sera ailleurs. Enfin, c'est un truc vraiment impressionnant de te rendre compte qu'il n'y a qu'une langue et une culture. Il n'y a plus de géolocalisation. Mais surtout, il y a une taille de pays, en fait. C'est-à-dire que déjà, quand tu habites dans un pays où il y a plusieurs fuseaux horaires dans le même pays, c'est ouf. D'ailleurs, dès que tu allumes la télé aux US, ils te précisent systématiquement si c'est Eastern Time ou Western Time. Et ça, nous, déjà, c'est un truc qui n'est pas codé dans notre cerveau, en fait. Et je pense qu'il y a un truc qu'ils ont bien réussi, c'est que le travail n'est pas un lieu. Le travail, c'est des gens qui se regroupent autour d'un objectif. Certains peuvent être dans la pièce dans laquelle tu es, d'autres peuvent être dans un écran, d'autres peuvent être dans un tout autre pays. C'est pas le sujet, en fait. C'est une équipe qui se regroupe autour d'un objectif. Et ça, c'est un truc sur lequel on a progressé avec le Covid, mais on n'est encore pas tout à fait prêt à aller au bout du schéma. Parce que ça demande de juger aussi sur les résultats. Et beaucoup sont tout à fait prêts à ce que le télétravail s'installe de façon durable, etc., etc., mais pas forcément à être jugés sur les résultats. Oui. Aux US, ça fait longtemps qu'ils sont tout à fait prêts à ça, parce que le marché du travail, dans sa constitution, dans sa contractualisation, te juge déjà de base beaucoup sur les résultats. Que tu bosses dans une start-up ou que tu sois serveur dans un fast-food. Si à un moment tes résultats ne font pas satisfaction, on te dit à la fin de la semaine c'est terminé, en fait. Bon, je vais même être plus cash que ça. Si t'as pas de résultat, t'es SDF, puisque de toute façon le salaire qu'on te garantit à la fin du mois ne te permet pas de vivre. Donc non, mais c'est vrai, c'est en fonction de tes résultats que tu as aussi des bonus et que tu manges mieux à la fin du mois. Tu vas prendre un serveur, si tu lui poses sa question sur son salaire, il a $600-700 par mois. Pour se faire $2-3 000, il compte sur les tips, quoi. C'est pour ça que chaque resto aux États-Unis, tu le payes 300 balles.
C'est exactement ça. Bah, c'est surtout pour ça que tu oublies pas de donner les pourboires parce que c'est là-dessus qu'ils font véritablement leur argent. Mais pour autant, la bouffe est pas moins chère. C'est vraiment un Bah, elle est modèle surtout- économique au top. Elle est surtout pas meilleure. Elle est surtout vraiment pas meilleure. C'est clair. J'ai pas l'impression pour autant qu'ils fassent du télétravail. Avant le Covid, en tout cas. Si, enfin, je pense surtout qu'ils avaient l'habitude d'avoir des boîtes qui étaient multilocalisées. Parce que dans la vallée, tu as beaucoup de développeurs, beaucoup de mecs de la tech, donc ils vont foutre leur équipe tech là-bas. Leur équipe média va plutôt être côte Est, etc., etc. En fait, tu vois, ils se sont distribués un peu comme ça, polarisés des spécialités. Et ils ont l'habitude de se regrouper dans le cloud, dans des outils, pour travailler ensemble. En fait. Mais ça, c'est peut-être un autre défaut français par rapport aux États-Unis. C'est qu'en France, il y a un seul endroit où il y a vraiment du business. C'est-à-dire qu'on sait que tout se situe à Paris. Aux États-Unis, c'est peut-être moins centralisé. Bah, on est quand même un pays qui a pas fait ça de décentralisation. Je l'ai dit, je le redis, et je le maintiens. Les US, c'est un pays qui est tellement grand que de toute façon, tu es obligé de designer un business qui, de base, est très très grand et pour compter dans la taille du marché dans laquelle tu es. Et donc, du coup, tu as forcément besoin de faire appel à des ressources qui sont pas dans le bloc où tu vis ou dans ton quartier. Bon, voilà. Après, on va aussi dire un truc. Enfin, bon, ça n'engage peut-être que moi, mais enfin, je trouve qu'en France, le télétravail, ça ressemble de plus en plus à la télé, de moins en moins au travail. Moi, tu sais que je suis pas pour maintenant. Et il y a plein de gens qui se servent du télétravail comme une espèce de mi-temps payé plein temps, en fait. Tu vois, c'est moitié Netflix, moitié Google Meet. D'ailleurs, ils s'habillent à moitié. Ils s'habillent pas en haut. Donc, il y a On l'a encore vu récemment, c'est vrai. tout est à moitié, en Quoi fait. On l'a encore vu récemment dans une interview. Là, c'était sur une grosse chaîne de télé où il y avait un patron qui était en calbute et son téléphone il tombe. Là, j'étais mort de rire. Mais c'était pas un prank, ça? C'était pas une parodie? Non, je crois que c'était sur BFM. Non. C'était un intervenant externe, Ouais, le mec qui avait mis son iPhone et effectivement, il était habillé à moitié. Donc, tout est à moitié, en fait. Donc, moi, j'ai aucun problème, mais à partir du moment où les mecs bossent à moitié, bah, on les paye à moitié, quoi. Je vois aussi que, en tout cas, de mon expérience, on aime prendre le temps en Europe dans une relation business avant de finaliser une transaction. Pour moi, d'ailleurs, c'était très frustrant quand j'ai commencé à apprendre le business. C'était de me dire, bah, t'as un besoin, je le règle, parfait, tu signes ici et puis tu me payes. Il n'y a pas de on doit aller déjeuner ensemble, on doit se connaître, etc. Ici, les Américains sont d'accord pour dire que le succès d'une entreprise réside dans la conclusion d'une affaire. Voilà, quand un Européen typique a tendance à voir les choses différemment, le succès est avant tout une question de relations humaines, de confiance, qui permet d'envisager la conclusion de l'affaire. Ici, pas du tout. Et d'ailleurs, encore dans les échanges que j'ai fait ce matin, 2 personnes sur 2 m'ont dit oh, t'es très gentil avec ton networking, avec ton réseau, tes connaissances. Non, ce qui compte ici, c'est de closer le deal. Hein. Si tu closes pas de deal, t'as pas de thune. Et si t'as pas de thune, tu grandis pas. Donc, à la fin, ce qui compte, c'est de closer le deal. J'étais assez interloqué de ça parce que moi, c'est pour autant quelque chose que j'apprécie en Europe. C'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué au début parce que j'avais envie d'essayer de m'émanciper, d'aller vite et tout ça. Mais finalement, ici, quand tu le vis de plein fouet, ça fait bizarre. On s'en branle de qui tu es. Bonjour, ok, comment tu règles mon problème? Salut, bonsoir, quoi. En fait, il y a un truc que les startups françaises utilisent beaucoup dans leur vocabulaire et qui, on va dire, est représentatif de la façon dont le marché est structuré. C'est ce qu'on appelle la USP, la Unique Selling Proposition. C'est en gros, est-ce que ta proposition de valeur fait sens ou pas? Aux US, c'est très comme ça. C'est-à-dire, bonjour, je t'écoute. La notion d'elevator pitch existe grâce à ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu me fasses un pitch en quelques minutes et pas plus parce que j'ai peu de temps. Par contre, je vais écouter ce que tu as à me dire, mais me prends pas 1 heure. Si on doit le faire en visio, on le fait en visio et ça me pose aucun problème. Et si tu te déplaces, c'est ton choix, mais ça durera peut-être aussi que 7 minutes. C'est pas le problème. Si ta proposition de valeur est alignée avec un de mes problèmes, bah, très bien, et on n'a pas besoin de se connaître. Ce qui m'intéresse, c'est ta proposition de valeur, le fait que tu me proposes ce truc et que ça résout un de mes problèmes, et on signe, on fait un deal et on avance. Et ça sera presque un accident industriel que de se connaître. Nous, c'est tout le contraire. Nous, on est des romantiques.
C'est dans notre culture, c'est comme ça. On aime les bons mots, on aime les personnalités, on aime la répartie, etc. Et en fait, quand tu demandes, je vais pas parler pour tous les Européens, mais en tout cas pour les Français, quand tu demandes aux gens pourquoi ils ont acheté un produit ou un service, ils te citent autant d'arguments qui sont liés au produit ou au service que à la personne qui l'a porté, ce produit et ce service. Ils vont te dire, tiens, c'était intéressant, leur produit il fait ci, il fait ça, nanana, et le gars était convaincant, et il avait du charisme, et il m'a cité des exemples de clients qui étaient vachement convaincants, etc., etc. Si tu le fais spontanément, c'est quasiment 50-50 les arguments. Et je pense qu'aux US, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus pragmatique. Et c'est pour ça qu'ils disent il n'y a rien de personnel dans cette conversation, qui est une expression qui revient beaucoup chez les anglo-saxons, quand ils disent nothing personal. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ça n'a rien contre toi, c'est juste que ta proposition de valeur est pas du tout alignée avec mon problème du moment, elle est peut-être très bonne, mais elle a rien à foutre chez moi. Merci, au revoir. Et c'est pas être mal poli que de le dire aux gens, ce qui me pose pas mal de problèmes au quotidien. T'es un peu trop américain parfois, Manuel. Non, américain, je pense pas, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps en Grande-Bretagne et je pense que ça a bien infusé en moi. C'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que grâce à ça, tout le monde est ultra accessible la première fois aux États-Unis. T'auras jamais de mal à rencontrer qui tu veux la première fois, sauf quand tu vas vraiment vers des personnalités ultra demandées. Mais même des gros entrepreneurs et tout ça, j'ai été surpris qu'on m'ouvre la porte très facilement. Et on me l'a dit de façon très froide. On m'a dit non, mais que tu le rencontres, que tu fasses 15 minutes, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu le reverras? Ça, je sais pas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en Europe, c'est complètement l'inverse. Tu vas mettre beaucoup de temps à pouvoir arriver dans le bureau de quelqu'un. Par contre, après, une fois que tu t'entends bien avec la personne et tout ça, souvent le business va plus vite. C'est un peu à l'inverse de ce que j'ai pu remarquer. Tu les revois plus, Romain, c'est peut-être personnel. Hein. Non, en fait, aux US, il y a beaucoup plus la culture du fusil à un coup. C'est-à-dire que tu vas pas avoir 10 000 occasions de faire une bonne première impression. Léo est en train de se marrer parce qu'évidemment ça lui ouvre un champ de blagues potentiel énorme, mais aux US les mecs ils sont vachement comme ça. C'est one shot et t'auras pas 10 000 autres occasions en fait. Donc si t'es pas bon, si ta proposition de valeur est pas bonne, si tu fais perdre son temps au gars, bah il est fort probable qu'il te donne jamais un autre rendez-vous. Mais c'est vraiment moi ce qui fait que j'ai du mal avec tu veux nous parler de ton fusil à un coup avec les Américains et surtout je pense avec les New-Yorkais, c'est que ça se retrouve aussi socialement. Ah bon? À chaque fois t'as un problème avec les New-Yorkais? Attention, c'est ma ville préférée aux US avec Boston. Mais moi c'est ma ville préférée tout court. Ah. Donc vraiment rien contre New York. En revanche, ce que j'aime pas, c'est que socialement, j'ai toujours ce sentiment que tout le monde devient mon meilleur pote en 10 minutes. Évidemment. Mais si je les revois le lendemain, ils savent même plus qui je suis. Bah, évidemment. C'est un truc que tu retrouves partout. Moi, ça me rend fou. On peut même le résumer différemment, c'est que tout le monde pitch quelque chose. Oui, t'es à l'apéro, il te pitch un truc. T'es en famille, il te pitch un truc. Ils sont sans arrêt en train de pitcher un truc. Et t'as envie de leur dire, mais assieds-toi, serre-toi un verre, mets un glaçon, ça va bien se passer, arrête de me pitcher un truc, j'ai pas envie que tu me pitches quelque chose, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un truc d'européen. À tel point que dans l'invitation de la dernière soirée pour la New York Tech Week, où il y avait plein d'événements autour de la tech, de développeurs et tout ça, ils ont spécifié dans l'email que ce soir, on vous supplie de ne pas faire de business et de ne pas parler business. C'est vraiment pour terminer la semaine, etc. Ils te l'écrivent noir sur blanc en te disant, s'il vous plaît, ne sortez pas vos cartes, ne prenez pas vos cartes, ne prenez pas vos QR codes LinkedIn. On veut pas être emmerdé ce soir. C'est un truc de fou. Alors que tu te dis, en Europe, t'arrives à 20h à une soirée, on pense pas d'abord à envoyer notre QR code LinkedIn. On va d'abord prendre une coupe de champagne, etc., quoi. Et du coup, je te mets mon billet que les mecs, comme c'est des anglo-saxons, ils ont respecté la règle. Ça, c'est la différence avec les latins. Donc, ils ont pas pitché. Très bien. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des numéros. Non. Pour t'appeler le lendemain matin à 7h. Oui, donc je voulais te parler d'un projet. Ils se sont pitchés. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de leur parcours. T'as fait quoi comme école, toi? Ah oui, tu vas dans quel club? Tu fais quel sport? T'habites dans quel quartier, etc. Donc c'est une autre forme de pitch. Ça a duré 5 minutes. Voilà. Je suis arrivé 5 minutes après, il fallait qu'ils sachent d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je faisais dans la vie, sur quoi je travaillais, etc. Par contre, ça a plein de qualités de business. Socialement, c'est compliqué, mais en termes de business, je comprends qu'ils nous fument. Bah c'est très efficace en termes de business. Par contre, moi j'ai une question, Romain. What do you do this weekend? Quand tu leur dis que tu viens de Monaco, ils connaissent? Oui,
pour Parce le que Grand des Prix. fois... Ah Parce que des fois, tu leur Grâce dis... à Netflix. Vas-y, tiens, voilà une carte de l'Europe, positionne la France. Bon, C'est vrai. bah... Monaco, it's like Morocco, Maroc. Ouais, ouais, mais tu it's not finis the au same, Maroc. non. Voilà, c'est un peu ça ce qui peut se C'est passer. pas au même endroit. Bon, même si on connaît les Américains pour l'amour du Made in America en matière d'achat local, ils sont tout de même assez heureux d'acheter des produits étrangers. Ça, j'ai été étonné parce que c'est vrai qu'en Europe, on aime bien savoir que c'est produit localement ou alors le Made in France qui est ultra important. Ici, s'ils sont présentés dans le bon contexte et s'ils ont la bonne histoire, bah, ça peut tout aussi bien se vendre. T'es pas d'accord avec ça, Léo, en France, et sur l'attachement qu'apportent de plus en plus les gens au Made in France? Non. Je pense Ah ouais qu'il y a un attachement d'un point de vue écologique, mais qui n'est pas forcément made in France, qui est made in Europe à la limite. Non, c'est même made in pas loin. Made in moins loin qu'avant. Oui. Mais alors, l'attachement au made in France, à part dans des discours politiques, je le vois pas. Si, il y a quand même eu une grande mouvance sur cette question, en fait. Entre la marinière, le machin. Les gens ont une conscience. Après, ce qu'ils le font, ça, c'est autre chose. Ah oui, parce que je vois pas beaucoup de gens porter une marinière dans la rue, moi. Mais les gens ont cette espèce de conscience du fait que, oui, bah, c'est quand même mieux si c'est produit pas loin, écologiquement, machin, etc. Après, c'est la différence entre ton intention et la réalité. Ouais, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on mesure dans des groupes clients, en disant l'intention d'achat et la réalité d'achat. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que les gens ils disent le Made in France c'est super, mais ils continuent à acheter sur Shein. Oui. Sur Temu en ce moment. Oui, sûrement. Pas une critique, hein. Non, je me sentais pas concerné. J'avais surtout remarqué ça en fait dans l'industrie du luxe. Beaucoup de marques en France qu'on considère des marques de luxe sont françaises ou portent l'histoire du pays. Aux US, ils sont super contents d'acheter justement des marques de luxe françaises parce que ça vient de Paris, etc. Alors qu'en France, je verrai jamais quelqu'un me dire j'adore cette marque de luxe américaine. Tu vois, Là, c'est évident parce que quand tu penses à des marques de luxe américaines, il y a quelques marques américaines ou fondées par des Américains qui ont quand même un peu réussi dans ce secteur. On peut parler de Tom Ford, qui est un Texan, qui a d'ailleurs relancé des marques européennes parce que Gucci ne serait pas Gucci sans Tom Ford pour faire sur ce secteur, ou Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. C'est pas du luxe, mais ça reste des marques qui ont proposé des trucs qui étaient assez cool et qui ont eu un impact sur la mode. Mais je pense surtout que les Américains ont des idées préconçues et foutent tout le monde dans des boîtes. Donc si t'es français, c'est la bouffe, c'est le luxe, c'est grosso modo la culture, et ils nous imaginent assez dans des calèches à être romantique et à déclamer des poèmes avec de l'alcool et évidemment le vin, etc. D'ailleurs c'est très chic de boire du vin aux US, mais c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même développé la filière du vin californien avec beaucoup de savoir-faire français. Ils ont pas de champagne. Ils ont des trucs mousseux, mais pas du champagne, oui, ça c'est sûr. Mais à contrario, ils vont reconnaître des expertises comme ça, mais c'est lié à une société qui est structurée autour de communautés. Alors que nous, on essaye de structurer une société autour d'une unité nationale, avec plus ou moins de succès, surtout en ce moment. Tu parlais tout à l'heure, Manuel, de une chance pour réussir. C'est vrai qu'ici, l'expression on ne peut pas, nous n'avons pas, ou on ne sait pas faire ça, c'est tout simplement inacceptable. En fait, dans le monde des affaires ici, les Américains croient fermement que les entreprises avec lesquelles ils font affaire tiennent toujours leurs promesses. Si un délai ou un objectif important n'est pas respecté une seule fois, c'est parfois tout ce qu'il faut pour que les partenaires locaux aillent voir ailleurs. T'as une chance et pas deux, quoi. Ça, je l'ai vraiment remarqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont extrêmement prudents sur le niveau de promesses qu'ils font et qu'ils disent attention, je vais double-checker, je reviens dans un email avec la confirmation à cette question, qui sont des trucs qui sont moins culturels pour nous, où on a tendance à laisser notamment les forces commerciales dans une entreprise promettre des trucs, et puis après, l'enjeu des professional services dans le monde du software ou des chefs de projet dans le monde du service, c'est de faire atterrir le client entre le rêve qui a été vendu en phase commerciale et la réalité qui est gérée en phase opérationnelle. C'est devenu une espèce d'acceptation générale en France et en Europe. Aux US, si le discours commercial n'est pas raccord avec la réalité, tu te fais tège très vite.
Bah, c'est ce qui fait que tous les services sont faits et conçus pour les clients. C'est cette culture du marché, en fait, elle évolue constamment pour répondre aux clients. Et ici, aux USA, soit tu vas à la vitesse de ton marché, soit tu vas mourir. Et ils sont très clairs là-dessus, quoi. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu es dans un marché où c'est la course à la vitesse et à la taille. Donc, à partir du moment où tu acceptes de sauter dans la piscine et en connaissant les règles du jeu, bah, tu nages avec les règles du jeu, en fait. J'ai aussi halluciné sur la façon dont les Américains sont connectés, c'est-à-dire tout le temps, n'importe où, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils achètent et ils consomment toute la journée sur Internet, donc peu importe votre état d'esprit, aucun Américain ne voudra consommer votre produit si vous ne lui proposez pas une expérience 100% online, au-delà de l'expérience physique que vous essayez de déployer, et un marketing sur les réseaux sociaux. C'est la première question qu'ils ont, c'est t'es sur Instagram, t'es sur TikTok, c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est presque plus important que le produit à la fin. Bah, c'est juste que quand tu es dans un marché immense dont les règles du jeu sont dictées par la vitesse et la taille, bah, par définition, tu n'as pas le temps. Donc, ou en tout cas, quand tu le prends, c'est du luxe. Donc, quand tu fais une sortie shopping, que tu vas dans un magasin physique et que tu prends ce temps, tu t'attends à une expérience extraordinaire, à être bien reçu, à avoir du temps, de l'espace, à avoir un cérémonial de vente sympa avec le vendeur, etc. Pourquoi ? Parce que tu as préféré dépenser un peu de ton temps pour justement vivre une expérience qui est cool. Sinon, le reste du temps, c'est très rationnel. Tu préfères une expérience online parce que c'est plus efficace. Mais parce que l'intégralité de leur vie est dictée par la vitesse et l'efficacité. Mais ça, c'est pas vrai ici aussi ? Non, pas vraiment. Nous, on a encore, surtout en France, une espèce de romance par rapport à ça, en fait. Oui, évidemment, on choisit certains trucs parce que c'est un peu plus efficace. Mais enfin, regardons la France dans sa globalité. Donc, sortons de Paris 2 secondes. Bon, t'as encore plein de mecs qui te disent qu'est-ce que tu veux que je me fasse livrer, je prends ma bagnole, j'y vais, ça va plus vite. Merci, parce que le reste de ce que j'ai dit est faux. C'est vraiment de la merde. Non, mais ça vient peut-être aussi du fait qu'on disait tout à l'heure qu'on ne sait pas décentraliser. Parce que on est un pays dans lequel il y a un art de vivre à la française, parce que on élève nos enfants, et c'est très bien, avec un soin, une qualité sur les relations humaines, sur l'art de prendre du temps, on a un pays qui a une histoire longue et grande, et on n'est pas un pays tout neuf, en fait, qui a besoin de fabriquer son histoire. Alors l'histoire se construit tous les jours, mais on est un pays qui a un héritage. Ouais. Le leur est très très jeune. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il est quand même très jeune. Donc ça crée une posture de conquérant et de choses à fabriquer. Nous, on est quand même dépositaire de tout un tas de choses qui se sont passées avant nous et qui ont inspiré le reste du monde. C'est d'ailleurs un certain handicap parce que du coup, ça crée des fois de l'attentisme, ça crée des fois une espèce de retard à l'allumage dans l'adoption de certaines technologies, parce qu'on ne voit pas l'urgence à faire les choses. Et parce qu'on a le sentiment que, parce qu'on a une grande histoire, et parce qu'on a toujours été là, et parce que, etc., ça durera éternellement, et on n'a pas besoin de changer ça. Donc, est-ce que les Américains ont raison ? Non. Est-ce que les Français ont raison ? Non. La vérité est sûrement un peu entre les deux. Donc si c'est pour finir au milieu de l'Atlantique, c'est moyen. J'ai vu venir ta vanne. Félicitations. Ce qui m'a par contre vraiment marqué, c'est à quel point tous les business qui font du B2C déploient automatiquement une équipe qui gère le social media et qui fait du social media. Enfin, même si tu es boulanger, tu vas avoir une équipe qui va te créer ton compte TikTok, ton compte Instagram, le gérer, etc. Ici, ils ne savent pas vivre sans les médias. J'ai rencontré des CEO, j'avais l'impression que c'était plus des stars de la télé-réalité que des CEO, en fait. Alors que le mec gère vraiment son business et tout, sauf qu'entre deux calls, ils arrivent avec les caméras, ils posent les trucs et tout. Ce matin, j'ai halluciné, il y a un réal qui arrive, le machin, il vient de raccrocher sur son compte Google Meet, et le mec est en mode télé-réalité toute la journée. C'est impressionnant à voir, par contre. Ils ont quand même eu un président qui vient de la télé-réalité. Ouais. Mais ils savent pas faire qu'une seule chose, quoi. Ne serait-ce que leurs pubs télé, elles sont moins authentiques que ce que nous on peut faire, en tout cas en France, peut-être en Occident. C'est vraiment très chaud.
C'est différent. Moi, j'adore aux US regarder la télé parce que, sincèrement, T'as faim? alors, ça te donne faim toute la journée déjà. Mais ça n'a rien à voir avec notre rapport à la télé. Déjà, il y a pas un tunnel de contenu qui est pas interrompu je ne sais combien de fois. C'est infernal. Tu sais plus si t'es dans le tunnel de contenu ou le tunnel publicitaire. Ouais. Tellement les trucs s'entremêlent et sont tellement des fois micro-coupés, mais pour de tout petits interstices en fait. Donc t'es là, tu te dis mais c'est un autre rapport complet au contenu. Donc, je serais curieux de savoir ce qu'en pense l'audiovisuel public en France, par exemple. C'est super, hein, c'est une richesse pour les Français que d'avoir un audiovisuel public qui s'extrait un peu du marché, etc. Mais ça conduit aussi à des dérives. Et dans le monde radiophonique français, c'est encore plus vrai. C'est vrai. Profiter de la vie, c'est aussi un truc ici, connaissent pas trop quoi. Quand je leur ai dit que je prenais 1 heure pour déjeuner dehors à un restaurant, on m'a regardé, on m'a dit ok, sinon on peut juste prendre un sandwich, marcher et manger en marchant pour aller au prochain rendez-vous. Ouais, mais ça, Romain, c'est un truc de fou. C'est normal. En fait, les Américains, ils ne déjeunent pas, ils ne mangent pas, ils se nourrissent. C'est-à-dire que leur rapport à la nourriture, sincèrement, c'est un besoin vital. Voilà, bon, c'est une tâche à cocher. T'as faim, tu manges. Il y a pas d'heure de repas. Moi, je suis frappé par le fait que, d'ailleurs, tu remarqueras que la bouffe aux US, tout est fait pour que ça soit que ça loge dans une bouchée. C'est-à-dire que les pizzas, elles sont précoupées. Tu commandes du bœuf, on te l'a prédécoupé. Tout est fait pour manger avec une seule main. C'est culturel. Et là, pour le coup, c'est chez les Français encore plus, parce que chez nous, la nourriture, c'est culte en fait, c'est hyper important. Les Français, quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent de bouffe. Ils sont en train de manger à midi, ils parlent de ce qu'ils vont manger le soir. Voilà, donc te fatigue pas avec le rapport à la nourriture, c'est irréconciliable. Ouais, mais même l'équilibre entre la vie privée et la vie pro, j'ai l'impression que soit tu fais partie de la classe moyenne et t'as pas de vie pro ou vie perso, tu bosses dès que tu peux bosser, t'amasses des dollars comme tu peux, parce que évidemment ici on pourrait faire un épisode complet sur la différence aussi entre la politique, les soins apportés, etc., les assurances, enfin bref, il y a tellement de choses différentes, mais d'un point de vue pro, il y a que ceux qui gagnent très bien leur vie, qui prennent le temps le soir d'avoir leur moment à eux, le week-end de voir la famille, etc. Enfin, t'as vraiment un écart là-dessus qui m'a fait halluciner, quoi. Ouais. L'autre jour, il y a un start-upper qui m'avait demandé un call, machin, etc. Bon, bref, justement sur la question de l'internationalisation, et il m'a posé une question collector. Il m'a dit est-ce que tu connais le montant du SMIC aux États-Unis ? Je lui dis t'as un problème de design dans ta question, en fait. Il n'y a pas de SMIC, ça n'existe pas. Ben non. Il y a certainement, je ne suis pas le meilleur expert de ces questions, il y a certainement un taux horaire à respecter, mais exactement. Tout est dans la réponse. Un taux horaire. Ouais. Donc voilà. Mais le mec, déjà, tu te rends compte que culturellement, il y va avec son bagage. Il essaye de faire son business plan et son réflexe est de dire ok, alors c'est quoi le SMIC pour que je me situe par rapport à ça et que je construise une politique de rémunération attractive, etc. Non, ça marche pas comme ça. Alors moi, ça n'a plus grand chose avec ce que tu viens de dire du coup. Moi, le truc qui m'a le plus choqué à New York, c'est qu'il n'y a pas de terrasse. Vas-y. Les rooftops. Il n'y a pas de terrasse. Tu marches dans les rues, il n'y a pas de terrasse. Donc, t'es jamais tenté de prendre un verre quelque part, c'est un enfer. Ah, je me souviens de quelques Starbucks qui avaient quand même des chaises un peu dehors, etc. Mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare. C'est vrai que c'est rare. Et en même temps, vu la taille des camions et des pots d'échappement, si tu prends un café en terrasse comme tu le feras à Paris, c'est compliqué. Donc tu les as, mais que sur des grandes avenues. Ça, ils s'en foutent, je pense. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment dégueulasse. Je te jure, Léo, c'est horrible. t'as des rues. Moi, je pense que New York est plus propre que Paris. C'est possible. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus. Enfin, il y a des odeurs. T'as des odeurs de weed, de saucisses, de machin. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de me poser dehors, boire un verre, quoi. Je préfère aller dans des rooftops. Par contre, il y a beaucoup de rooftops. À Paris, il y a des odeurs de gens.
Bon, le dernier truc que j'ai remarqué, c'est que les Américains ici, ils sont quand même cool. Ils sont décontractés. T'as pas peur de ne pas sortir un costard cravate, de pas forcément être trop dans les règles. Il n'y a pas ce truc de on doit bien s'habiller. Bon, en même temps, tu regardes les Américains, j'ai rien contre eux, mais ça dépend où, c'est ça, Manuel? Vas-y. Ouais. Ah, moi, j'ai alors, vu des gens mais tellement différents dans la même pièce. C'est juste qu'il y a des catégories de business qui ont des codes. Je te mets au défi d'être trader et de pas être en costard cravate. Je te mets au défi, toi qui as fait une rencontre avec un mec de l'immobilier il y a pas longtemps, je suis désolé, tout ce qui est immobilier, c'est costard cravate. Regarde Enes, tous. Enes sur YouTube, Ouais. qu'on adore regarder tous. En fait, il a pas de cravate et déjà c'est un peu rock'n'roll, mais il est quand même en costard. Et il est toujours assez bien habillé. Donc en fait, il y a des codes par catégorie. Si tu es dans la tech, tu peux t'affranchir de beaucoup de codes. Pourquoi ? Parce que la tech, elle s'est toujours construite un peu à rebrousse-poil des codes du business. C'est un truc de hippie, exactement. Mais il y a d'autres catégories dans lesquelles c'est hyper codifié. Après, grosso modo, ils s'habillent mal. D'ailleurs, je te donne un petit conseil, Romain. Tu verras que le truc le plus catastrophique, c'est leurs chaussures. Regarde leurs chaussures. C'est terrible. Ou ils font des chaussures à bout pointu ou à bout carré, mais ils savent pas faire autre chose. C'est des trucs, je pense, tu vois, j'imagine une usine dans Walt Disney, tu vois, où les mecs, ils ont une forme et puis ils en font des milliers comme ça, et puis c'est pas autrement. Non, sincèrement, il y a un goût pour la mode qui est quand même très aléatoire. Ça pose aucun problème à des working girls d'être en tailleur. Mais comme elles se déplacent en bagnole pour aller au bureau, elles sont en tailleur super chic et en bas elles ont des Nike toutes pourries et elles changent dans le parking souterrain, elles mettent des talons et elles mettent des talons pour aller jusqu'à leur bureau. Mais sinon le reste du temps tu les vois à midi pour aller acheter un hot dog, elles remettent leur Nike en fait et ça leur pose pas de problème. Le sens du ridicule n'éteint personne en fait. Le chic à la française. Chez elle, c'est un peu compliqué. Il faut surtout que ça soit pratique et confortable. Voilà. Bon, j'aurais sûrement plein d'autres choses à vous raconter d'ici quelques mois, mais ça en faisait déjà pas mal. T'as pris du poids ? Non, j'en ai perdu. Ah. Parce que je marche 10 km par jour, alors que quand je suis à Monaco ou Paris, je marche 2-3 km par jour, je suis en moto. T'as bien converti la balance en kilos. Hein. Ouais, si tu mets le deuxième pied sur la balance, ça marche ? Parce que, à mon avis, c'est juste que tu pèses que la moitié là, Romain. Peut-être. On te voit en FaceTime, hein, tu peux mentir aux gens, mais pas à nous. Merci les gars, salut. La bise. Bye bye. Goodbye, everybody. Thank you.